C'était hier soir, place de la Comédie à Montpellier ou autour des arènes à Nîmes. Nous attendions tous de découvrir le nom du nouveau président de la République. Dimanche soir, il est 20h. François Hollande est élu. Bonjour et bienvenue dans votre journal du lundi 7 mai. François Hollande est donc le nouveau président de la République, élu avec 51,62% des suffrages contre 43,38% à Nicolas Sarkozy. Avant d'écouter les différentes réactions recueillies hier soir par nos équipes, je vous propose un tour d'horizon des chiffres dans notre région. Dans l'Hexagone donc, François Hollande l'emporte, je vous le disais, 51,62% des suffrages contre 48,38% à Nicolas Sarkozy. En région Languedoc-Roussillon, notez une forte participation au scrutin avec 82,73% de votants, donc 51,15% en faveur de Hollande et 48,85% pour le sortant. Dans le détail, l'Aude confirme son ancrage à gauche avec 56,24% des voix pour François Hollande contre 43,76% à Sarkozy. La Lozère se mobilise toujours aussi fortement avec 86,01% de votants et un score très serré entre les deux candidats avec 49,95% pour Hollande et 50,05% pour Sarkozy. Le département de l'Hérault est dans la moyenne nationale avec 51,31% en faveur de Hollande contre 48,69% à Nicolas Sarkozy. Le Gard, en revanche, a voté Sarkozy avec 51,2% des voix contre 48,8% des suffrages pour François Hollande. Pour terminer, les Pyrénées-Orientales sont aussi dans la moyenne nationale avec 51,15% des voix en faveur du candidat socialiste contre 48,85% pour le candidat UMP. Dans l'Hérault, vous l'avez vu, François Hollande l'emporte certes, mais principalement grâce à l'ancrage à gauche de la ville de Montpellier, car dans l'ensemble, le département s'est prononcé en faveur du président sortant. Écoutez l'analyse d'Olivier Roiran. Ils n'oublieront pas ce 6 mai 2012, les électeurs de gauche, partisans de François Hollande. Ils laissent éclater leur joie dans une célèbre brasserie de la place de la Comédie à Montpellier, la capitale régionale qui a placé le candidat socialiste très haut au deuxième tour, 62,38% des suffrages. Il était déjà ici à 35% au premier tour de cette présidentielle. François Hollande fait plus de 7000 voix que Ségolène Royal il y a 5 ans, et ça fait quand même 10 points de plus que par rapport au national. Donc moi je me réjouis donc évidemment du résultat de Montpellier, d'autant plus que dans ce résultat, je me rappelle qu'au premier tour, le Front National, qui pour moi est un danger, n'arrivait qu'en 4e position. Donc vous avez pu voir, Montpellier aujourd'hui est une ville qui est à gauche, qui a voté à gauche. Et surtout, ce qui m'a fait beaucoup plaisir hier soir devant le kiosque Bosc, c'est de voir la jeunesse, les jeunes, beaucoup de jeunes ont voté François Hollande. Et François Hollande l'emporte sur l'ensemble du département de l'Hérault, 51,31% des voix, un résultat très proche de la moyenne nationale. Ça s'analyse d'une manière contrastée parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande partie de l'Hérault qui est fortement plus à droite que le reste de la France et qui a donné la majorité à Sarkozy dans un grand nombre de communes. Et puis, il y a la ville de Montpellier qui représente un quart des électeurs à peu près et qui, elle, est beaucoup plus à gauche que le reste de la France et a fortiori que le reste de l'Hérault. Et c'est l'addition des deux qui donne un Hérault à peine plus à droite que la moyenne française. Et dans le reste du département, le littoral et le Biterrois confortent leur positionnement à droite. À 7, Agde et Béziers, Nicolas Sarkozy termine en tête. À l'UMP, on prend acte de la défaite, mais on pense déjà aux prochaines échéances électorales. 48% des Français sont exprimés pour la droite et le centre-droit. Je crois qu'effectivement, après, il faut qu'ils restent mobilisés pour donner un groupe important à l'UMP, à l'Assemblée nationale au mois de juin. Il faut rester mobilisé. Et puis moi, en tant que président départemental de l'UMP, je tiens à remercier les militants, les sympathisants, nos électeurs qui sont déplacés pour aller voter et qui nous ont fait confiance et qui gardent cette confiance-là dans quelques semaines pour les élections législatives. Des législatives dont le premier tour aura lieu dans 5 semaines, ce sera le 10 juin. À Nîmes, François Hollande s'impose avec 51,13% des voix contre 48,87% pour Nicolas Sarkozy. Une situation inhabituelle pour la capitale gardoise qui pourrait perturber l'ordre établi au moment d'aborder les élections législatives. Voyez le reportage de Franck Chassagnon.
Comme un peu partout en France, à l'annonce des résultats, les nombreux militants du Parti socialiste du Gard, réunis au QG de campagne de François Hollande, ont laissé exploser leur joie. Donc quand j'entends ces jeunes, quand je vois ce qui se passe à Paris, à la Bastille, tous ces jeunes, il me semble, je me retrouve. Je me dis, mais merde, c'était toi il y a... Mais j'ai aussi, moi, cette fierté d'avoir conduit cette équipe dans le département. C'est un bonheur intense. Je revis ce que moi j'ai vécu en 81. Et bien évidemment, le deuxième, troisième tour, ça va être de donner à François Hollande les moyens, grâce à ses députés, de pouvoir mettre en œuvre sa politique. Et c'est effectivement un nouveau combat qui commence pour les différents partis, remporter les élections législatives. Si le PS espère profiter de ce nouvel élan pour gagner des sièges à l'Assemblée, François Hollande termine premier dans les grandes villes, UMP du Gard, Alès et Nîmes. De son côté, malgré la défaite de l'UMP, Nicolas Sarkozy gagne sur le département avec plus de 51% des voix. Une avance que l'UMP gardois souhaite mettre à profit pour s'imposer en juin prochain. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas laisser tous les pouvoirs à un même parti, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la présidence, j'ai vécu ça au Sénat. Le Sénat a commencé aujourd'hui à détricoter complètement ce qui avait été fait par l'ancienne majorité. Si demain ils ont l'Assemblée, les grandes villes, la quasi-totalité des régions, 70% des départements, on ne peut pas laisser tout un parti politique détenir tous les pouvoirs. Après le succès du FN dans le Gard au premier tour, plus de 25%, une partie des militants du Front National ont semble-t-il préféré voter blanc au second tour. 6,67% de vote blanc et nul contre 1,68 il y a 15 jours. L'autre partie des militants aurait donné leur voix à Nicolas Sarkozy. Vous voulez quand même que je vous dise que je suis assez heureux que sur ma circonscription, Nicolas Sarkozy dépasse largement les 52%, alors je vous le dis. Mais de là à dire ce soir, on va gagner, tout ceci est prétentieux, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je me mets à la disposition de mes électeurs, de ma circonscription, je vais continuer le travail que j'ai toujours fait. Travailler le terrain car le FN n'a pas dit son dernier mot. Le parti de Marine Le Pen espère bien avoir des représentants gardois à l'Assemblée. Et soit les électeurs qui sont contre les socialistes viennent voter pour nous en masse au premier tour et nous faisons un grand rassemblement et on peut obtenir 35-40% au premier tour et être leader et être en bonne position pour battre la gauche et être une forte opposition. Soit les électeurs décident de voter un petit peu pour l'UMP, un petit peu pour les centristes et à ce moment-là, c'est la gauche qui sera en tête, ce sera difficile de les battre. Les 5 prochaines semaines avant le premier tour des élections législatives seront décisives pour l'ensemble des partis politiques. Le 10 juin prochain, l'abstention pourrait aussi jouer un rôle très important sur les résultats. Si François Hollande s'impose à Nîmes, dans le département du Gard, c'est Nicolas Sarkozy qui l'emporte avec 51,2% des voix. Un score imputable notamment au report de voix du Front National arrivé en tête au premier tour. Olivier Michel a passé la journée de dimanche à Bellegarde, où Nicolas Sarkozy a dépassé les 60% de votes au second tour. Dans le petit village gardois de Bellegarde, lors du premier tour de ces élections présidentielles, Marine Le Pen est arrivée en tête avec 35% des voix. Si ce matin, ils étaient très peu à assumer ce vote, le report des voix du FN vers Nicolas Sarkozy ne semblait, lui, ne faire aucun doute, et ce malgré la consigne du vote blanc de la candidate FN. Elle sait très bien que tout le monde votera Sarkozy. Ils ont leurs idées, je ne pense pas qu'ils respectent le vote blanc. Une petite partie a dû voter blanc, mais le reste, je pense qu'ils ont voté Sarkozy. Je pense que les gens ont fait en leur âme et conscience. De vote blanc, je ne pense pas. Et en effet, alors qu'il y a 2 semaines, le FN avait récolté 1371 voix, seuls 215 se sont rajoutés aux 69 bulletins blancs du premier tour. Parce qu'il n'y avait aucun des candidats qui me donnait un programme qui me satisfaisait en totalité, donc je voulais exprimer ça. Voilà. Je ne me suis pas représenté par le candidat qui m'intéressait. Voilà. Au final, à Bellegarde, le taux de participation a atteint 84,7% et le report de voix du FN aura permis à Nicolas Sarkozy d'arriver largement en tête avec un score de 60,70% contre 39,30% pour François Hollande. Vous l'avez vu, le report de voix était donc une des clés de ce scrutin. Je vous propose d'écouter l'analyse de Michel Crespi sur ce sujet au micro d'Olivier Roiran. Visiblement, une partie importante des électeurs du Front National a voté pour Sarkozy,
peut-être plus les électeurs traditionnels du Front National que les nouveaux électeurs que le Front National a pu gagner à l'occasion du premier tour et qui, eux, se sont un peu moins reportés sur Sarkozy. Et puis, les électeurs de Bayrou se sont partagés à peu près moitié-moitié. Et une partie des électeurs du premier tour a été remplacée par, est pas venu voter, et a été remplacée par de nouveaux électeurs qui se sont réservés, comme on dit, pour le second tour. Avant de refermer cette page spéciale, je vous propose de revenir sur les déclarations des élus de notre région au micro des journalistes de notre rédaction. Je pense que maintenant, c'est la victoire de ce soir, mais qui est à construire par tout le travail qu'il y a à faire par la suite, horizon législative, pour avoir une confortable majorité, pour travailler sur tout ce qui touche l'emploi, le développement économique, la jeunesse, tout ce qu'a évoqué François Hollande durant la campagne. Ce soir, nous avons gagné les présidentielles, mais ce n'est qu'un acquis de premier rang. C'est une première étape qui vient de se terminer. La deuxième, tout aussi importante, est celle de la victoire des législatives, où il faut qu'on donne à François Hollande, toujours sur les préceptes de rassemblement de Jean Jaurès, à qui nous voulons de rendre hommage, le meilleur des rassemblements qui permettra de lui donner la majorité politique. Je ne peux m'empêcher de penser au printemps 81, donc il y a 10 ans que nous attendons cet événement, 10 ans que les Français souffrent, 10 ans qu'ils espèrent effectivement chasser ce quinquennat qui a creusé les inégalités, qui a démoli les services publics. Quel plaisir, quelle joie renouvelée, celle que j'ai connue lorsque François Mitterrand nous a ouvert les portes du pouvoir, alors qu'on disait la gauche est incapable d'assumer cette fonction. Je suis triste, triste personnellement, triste pour mon pays, triste pour la France. Je vois en face de moi mon collègue Christophe Rivenc, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Mais j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure à certains de vos confrères que 2012 n'est pas 1981. J'étais tout jeune, j'ai connu 81. Il y a encore beaucoup de positions jouables et gagnables pour les députés sortants, puisque c'est quelque chose, c'est une force d'être député sortant, notamment sur le Gard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui commence le troisième tour. C'est vrai que même si ce soir c'est pas une bonne soirée pour nous, c'est clair. Je crois qu'aujourd'hui, dès ce soir, nous repartons en campagne. Moi, j'ai écouté le discours du président Nicolas Sarkozy, qui a été très digne, qui est dans une posture qui est celle d'un président de la République, qui sera, en fait, je pense, au niveau de l'histoire, jugé différemment que ce que l'immédiateté est en train de le juger. Je crois qu'on n'a pas su répondre à un certain nombre de problèmes posés par les Français sur les engagements du président de la République, sur notamment la sécurité, sur la précarité. Je crois qu'il faut être clair. Et le vote Front National est l'exemple type de ce vote sanction que l'on subit de plein fouet aujourd'hui et qui se confirme sur ce deuxième tour. Pour être tout à fait complet, sachez que François Hollande prendra officiellement ses fonctions le 15 mai prochain. Il me reste à remercier l'ensemble des journalistes et des techniciens de TV Sud pour leur implication et leur professionnalisme afin de vous informer au mieux durant cette campagne. Refermons cette page spéciale élection pour parler sport. En début de week-end, les Crocos se sont imposés sans difficulté face à l'Uznac sur le score de 3-2. Baldé, Bénézé et Koné permettent ainsi au Nîmes Olympique de retrouver le podium de national avant d'aller défier Créteil avec l'ambition de retrouver la Ligue 2. Je vous rappelle que TV Sud est la chaîne partenaire du Nîmes Olympique. Vous pourrez revivre cette rencontre ce soir dans Croco Hebdo à 20h40 sur TV Sud bien entendu. Hier soir, en revanche, le PSG s'est imposé à Valenciennes avec panache. Menés 2-0, les Parisiens sont revenus au cours du match en s'imposant finalement 4-3. Une victoire qui permet aux Parisiens de prendre provisoirement la tête du championnat avant le déplacement du MHSC à Rennes ce soir. Un MHSC qui a dû oublier très vite le coup de pression de la semaine passée. Reportage Olivier Brachard. Quand Younes Belhanda se lâche dans la presse, c'est le club qui peine à se relever. Mais 2 jours avant le déplacement à Rennes, le groupe semble serein. Il a toujours été, selon son entraîneur. Tout va bien, je vous dis, le groupe est bien. Après, on verra ce qu'on fait à Rennes. On verra. Je vous ai dit, il y a 2 grosses cavaleries derrière nous qui sont énormes, et en plus tout se passe bien. Vous avez vu à la télé, ils s'embrassent tous. On a un temps de retard. Nous, c'est la guerre. Est-ce que le groupe sortira plus fort de cette tempête médiatique? C'est la question. D'autant plus que derrière, la pression s'intensifie. Le PSG vient de gagner 4-3 à Valenciennes et compte désormais le même nombre de points en championnat.
À Rennes, Montpellier devra se passer de Younes Belhanda, vraisemblablement hors jeu jusqu'à la fin de la saison. Marco Estrada aussi manquera à l'appel. Des absences qui, là aussi, n'inquiètent pas l'équipe. Non, pas du tout, parce qu'en début de l'année, en mois de janvier, il y a des joueurs qui sont partis à la CAN. Il y a d'autres qui étaient là, ils ont montré présent, ils ont montré leur qualité, ils nous ont aidés aussi. Et je sais que les joueurs qui sont là, ils ont de la qualité aussi. Et puis on va faire confiance à eux et puis on va aller jusqu'au bout. À la baguette, le jeune Rémi Cabella devra faire oublier Belhanda en lice pour le titre de meilleur joueur de la saison. En s'imposant au Stade Rennais, Montpellier restera maître de son destin. Pour se rassurer, on retiendra le score du match aller, 4-0 pour Montpellier. Gagner son premier titre n'est jamais simple. Le MHSC est tout près du but, mais avant de parler handball, je vous propose d'écouter Patrice Canaillé, qui se souvient très bien des difficultés de cette première. Ah ben complètement, nous on avait pété les plombs graves, on était premier à 3 journées de la fin et on était monté à Strasbourg faire un match où on avait mis le champagne dans les soutes de bagages et on a perdu alors que Strasbourg était relégable. C'est quelque part, ça ressemble un peu à ce qu'ils ont vécu contre Thonon où tout le monde pensait qu'ils allaient gagner facilement. Non, je comprends tout à fait ça et il y a du stress, mais il y a du stress tout le temps dans le sport. Mais moi je trouve qu'ils gèrent ça très très bien. Et je suis persuadé que ce qui s'est passé là va leur permettre d'aller au bout. En tout cas, je suis de tout cœur avec eux et tout le club est derrière eux pour les soutenir et pour leur dire de manière très claire que ce qu'ils font est quelque chose de fantastique. Depuis, les choses ont bien changé puisque les handballeurs montpelliérains étaient déjà assurés du titre de champion de France avant d'affronter Dunkerque vendredi soir. Ils l'ont emporté avec panache afin de fêter dignement ce 14e titre avec leurs supporters. Reportage Olivier Brochard. Rien à jouer, juste le plaisir de fêter son titre en communion avec son public. Un 8e homme prêt à donner de la voix comme s'il s'agissait d'une finale. Alors que la veille déjà, grâce à la victoire de Nantes sur Chambéry, Montpellier savourait son titre sur son canapé. On est un peu blasé, 14 titres, ça fait beaucoup, mais bon, ce soir, je voudrais que ça soit une grande fête et que le public communie avec les joueurs, voilà. Mais bon, ça a toujours été la fête à Bougnols. Dunkerque, qualifié pour une finale de Coupe d'Europe, avait choisi de laisser 5 de ses cadres au repos. Le MHB, lui aussi, doit composer sans quelques éléments clés. À la mi-temps, les locaux ont fait un écart important. Et ensuite, Dunkerque est dépassé en défense par le rythme imposé en attaque par Montpellier. Guigou, en meneur de jeu, trouve souvent Mathieu Gréby ou Dragan Gajic à la finition. Le MHB l'emporte 36-28. Et si l'on cherche une ombre à ce tableau idyllique, il faut se tourner vers Mladen Bojinovic ou Samuel Onrubia, deux joueurs emblématiques dont les contrats n'ont pas été reconduits. Tous les deux sont émus malgré leur joie. D'abord de la fierté et après voilà, j'ai un sentiment un peu mitigé parce que bon, c'est peut-être mon dernier match à Bougnols ce soir et donc voilà, je réalise pas trop mais donc voilà, on va voir ce qui va se passer pour les prochaines semaines mais voilà, non, très content ce soir. Vraiment, on a passé une bonne soirée. Ah bah oui, c'est vrai, avec ce public comme ça, c'est magnifique vraiment, c'est le 9e titre et je suis très content. Vraiment, quand tu écoutes ça, tu écoutes ça. Des chants qui vont manquer, une page se tourne. J'ai vu partir des potes, voilà, des Franck Junion, des Geoffroy Kranz, des Damien Kabengele, des tas de gens partent et c'est jamais le bon moment où voilà, ça touche toujours forcément. David Juricek l'année dernière, bon voilà, c'est toujours, il y a toujours des moments tristes. C'est malheureusement notre métier qui veut ça. L'affectif ne fait pas gagner de titre, dirait Patrice Canaillé, l'entraîneur, 14 fois champion de France depuis sa prise de fonction, il y a 18 ans. Si Montpellier est sûr de son avenir, l'USAM en revanche devra compter avec ses dernières rencontres en vue du maintien. Ce week-end, les Nîmois se sont inclinés 32-29 à Toulouse. Dans cette course contre la relégation, les joueurs de Jérôme Chauvet ont l'obligation de l'emporter le week-end prochain face aux Parisiens, toujours lanterne rouge du championnat. Notez aussi la victoire importante du MHR face à Biarritz sur le score de 21-16 en championnat de France top 14. Une victoire qui assure à Montpellier une place en barrage. Reste à savoir si l'équipe de Fabien Galtier aura l'avantage du terrain. Mais pour cela, il faudra attendre le résultat du déplacement à Toulouse le week-end prochain. C'est la fin de ce journal. On se retrouve mercredi à 12h30 pour une nouvelle édition. Passez une excellente soirée sur TV Sud.